Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce mercredi 11 septembre 2024, dont voici les titres. Des cas d'enlèvement de personnes continuent à s'observer, que ce soit dans le pays ou encore dans les camps de réfugiés burundais en Tanzanie. Vous allez le suivre dans ce journal. Le Parlement burundais a adopté ce mardi un projet de loi admettant l'adhésion du Burundi dans le groupe appelé G7+, formé par des pays frappés par des conséquences de la guerre. Cependant, certains députés ont exprimé leurs préoccupations à propos de ce projet de loi. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi des problèmes auxquels font face les familles suite au manque de carburant dans le pays, ainsi que leurs préoccupations concernant la rentrée scolaire prochaine. Dans un instant, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page Droits de l'homme. Il y aurait un plan de ramener dans la prison de Ruyigi le docteur Christophe Sahabo, alité actuellement à l'hôpital Roi Khaled de Kamenge à Bujumbura. Le docteur Sahabo a été frappé d'un malaise en plein procès au tribunal de grande instance d'Omuha en mairie de Bujumbura. Son maître Gustave Niyonzima qui suit de près ce dossier, le processus de ramener vaille que vaille et sans tenir compte de son état de santé aurait commencé par changer l'équipe de policiers qui le surveille. Depuis hier soir, sa surveillance est assurée par des éléments de la police présidentielle. Ainsi, maître Gustave Niyonzima demande au ministère public de s'assurer que les droits fondamentaux de Sahabo soient garantis et qu'on le laisse à Bujumbura pour des soins efficaces. Écoutez plutôt maître Gustave Niyonzima. Ça fait plus de 2 ans et demi que Dr Sahabo Christophe est incarcéré illégalement dans des conditions inhumaines. Son dossier a toujours été émaillé par beaucoup d'irrégularités notoires au niveau de la procédure pénale. Mais vous avez pu constater hier soir qu'il y a eu des malaises lors de son audience publique étant donné que la prison de Ruyigi n'avait pas fait diligence pour le faire soigner il y a plus de 8 jours. Malgré sa demande. Et maintenant, nous interpellons le ministère public, également le gouvernement, pour qu'on ne le ramène pas à la prison de Ruyigi, mais qu'il soit traité au niveau de l'hôpital public où il est alité depuis hier soir. On voit qu'il y a un acharnement à son égard. On veut le ramener à tout prix malgré son état de santé critique. Sa garde aussi a été changée. Il est gardé actuellement par les agents du service de renseignement, ce qui est très déplorable. Il n'y a pas de visite de la part de sa famille ou de la part de ses avocats, mais certains officiels accrédités au Burundi n'ont pas eu accès à le voir. C'est vraiment déplorable. On veut le ramener, on veut le faire souffrir. Nous interpellons donc le ministère public pour qu'il fasse diligence afin qu'il soit traité avec dignité parce qu'il a ce droit au niveau de la loi carcérale à prévenir, a droit de se faire soigner correctement et de pouvoir défendre sa cause étant dans un état de santé propice. Malgré son état de santé, jugé déjà fragile, le docteur Sahabo, détenu à la prison de Ruyigi, avait fait un voyage très tôt dans la matinée de ce mardi à 5h30 pour une audience prévue à 8h30 en mairie de Bujumbura. Toujours en parlant droits de l'homme, des habitants de la colline Kagwema 1, située en commune Gihanga de la province Bubanza, alertent pour la sécurité du chef collinaire Melance Ndayizeye, porté disparu depuis lundi le 9 septembre. Des informations recueillies à Kagwema indiquent que la victime, également membre du parti CNDD-FDD, a été enlevée par des individus non encore identifiés qu'il avait appelés sur son téléphone. En se basant sur des mésententes qui existaient entre eux et Melance Ndayizeye, certains responsables des Imbonerakure en commune Gihanga sont soupçonnés qu'ils seraient derrière l'enlèvement
de ce chef collinaire. Les détails avec Eloge Divan et Mécha. Le chef collinaire d'Okagwema 1, Mélance Ndaïdeye, a été enlevé par des individus inconnus jusqu'à présent au moment où il rentrait du bureau communal d'Ogihanga. Certaines sources de la RPA dans la localité d'Okagwema nous ont révélé que cet administratif à la base a reçu un appel téléphonique des individus qu'il a lui seul reconnu et lui a demandé de les rejoindre à un endroit précis. Il n'a pas tardé à s'y rendre selon cette source et n'est jamais revenu. Mélance Ndaïdeye était le chef collinaire d'Okagwema 1 depuis 2 ans. Malgré qu'il était une autorité qui semblait être appréciée par plusieurs habitants d'Okagwema, il existait des responsables au sein du parti CNDD-FDD en commune d'Ogihanga qui avaient une dent contre lui d'après nos sources. Ces derniers expliquent que ces responsables du parti CNDD-FDD ont même tenté plus d'une fois de faire destituer Mélance Ndaïdeye, lui-même membre du parti CNDD-FDD, mais en vain. Certaines informations font savoir que Mélance Ndaïdeye craignait depuis quelque temps pour sa sécurité. Il soupçonnait qu'un groupe dirigé par un certain Olivier Nahimana, chef des Imbonerakure d'Ogihanga, lui voulait du mal car il s'était à maintes reprises querellé avec ce dernier. À l'origine de ces querelles, c'est la volonté d'Olivier Nahimana de placer son frère à la tête de la colline Kagwema 1 à la place de Mélance, révèlent des sources. Ces dernières indiquent en maintes fois le nommé Olivier Nahimana a orchestré des montages dans l'objectif de faire destituer Mélance Ndaïdiga, mais rien n'avait jamais abouti. Tout cela pousse des habitants d'Okagwema à le soupçonner en premier lieu qui serait derrière le dit enlèvement, d'autant plus que ces derniers jours, son véhicule prenait en filature Mélance Ndaïdiga. Élément. La famille de Mélance Ndaïdiga a alerté les autorités administratives et policières. Certains voisins indiquent que le commissaire communal d'Ogihanga, prénommé Philippe, est venu voir la famille de Mélance, mais qui n'a fait que juste le constat et est parti. La rédaction de la RPA a contacté ce responsable de la police en commune d'Ogihanga pour lui demander si la police aurait su quelque chose de nouveau sur l'enlèvement de Mélance Ndaïdiga. Il nous a répondu que cette question devrait être posée à quelqu'un d'autre. Élément. Nous avions également téléphoné à l'administrateur de la commune d'Ogihanga, lui aussi cité parmi les personnes alertées, mais son téléphone était injoignable. Merci Eloge Divan, Remesha. Et pour clôturer cette page, un réfugié burundais du camp de Nyarugusu situé en Tanzanie a été arrêté ce mardi et conduit dans un endroit inconnu lorsqu'il était au marché de Makere. Les réfugiés de ce camp demandent qu'il ne soit pas maltraité. Le point avec Emile Nibasomba. Le réfugié burundais du camp de Nyarugusu arrêté ce mardi au marché de Makere, c'est Jean-Marie Nitereka qui résidait dans la zone 13. Il a été arrêté alors qu'il allait acheter des vivres pour sa famille parce que la ration alimentaire qu'on leur donne était épuisée. Notre source indique que Jean-Marie Nitereka a été arrêté par des agents du service de renseignement. Jusqu'à ce mercredi, la famille de Nitereka ne connaissait pas le lieu de sa détention. Ils l'ont arrêté au marché de Makere, précisément là où ils étaient en train d'acheter du maïs. Comme mardi est un jour de marché, même d'autres réfugiés se rendent à Makere en cachette. Vous savez qu'ils ne nous donnent pas la permission de sortir, ils veulent que nous soyons tués par la fée. Les policiers chargés du renseignement à l'intérieur et à l'extérieur du cas sont alors arrivés. Il y avait parmi eux un policier connu sous le nom de Laspi. Ils l'ont arrêté, s'arrêter, lui demander, ils l'ont menotté avant de l'emmener. Les réfugiés du camp de Nyarugusu demandent que Jean-Marie Nitereka ne soit pas torturé et que sa famille soit informée de ce dont il est reproché. C'est un conducteur de vélo-taxi. Son métier, c'est son gagne-pain. L'on ne sait pas ce dont il est accusé. Nous demandons aux responsables de la police que cette personne ne soit ni torturée ni tuée. S'il a commis une infraction, que sa famille soit informée. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la sécurité au camp des réfugiés de Nyarugusu situé en Tanzanie. Après une courte pause, nous continuons ce journal avec la page Coopération. RPA. La Chambre basse du Parlement a adopté ce mardi 10 septembre 2024 un projet de loi admettant l'adhésion du Burundi dans le groupe appelé G7+, formé par des pays frappés par des conséquences de la guerre.
Dans son exposé des motifs, le ministre des Finances, Audace Niyonzima, revient sur la genèse et l'objectif de ce groupe. Suivez plutôt le ministre des Finances, Audace Niyonzima. Umugwi w'ibihugu indwi n'ibirenga bita G7+ n'umugwi wa mbere w'ibihugu. Ce groupe de pays appelé G7+ est le premier groupe de pays qui ont été touchés par les conséquences de la guerre, les conflits et autres problèmes, que ce soit d'ordre politique, que ce soit d'ordre social. Ce groupe a été mis en place en 2010 par 7 pays. En premier lieu, c'était l'Afghanistan, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, la Sierra Leone, Haïti et Timor-Est. Ce sont donc les 7 premiers pays qui ont conçu ce groupe de 7 pays dans le but de mettre la voix ensemble pour apprendre des projets de développement à prioriser plus que d'autres, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Alors, cette coalition a vu le jour au cours du premier sommet tenu au Ghana, exactement dans la ville d'Accra. C'était au mois de septembre 2008. C'est donc lors du 3e sommet tenu au niveau supérieur de l'organisation que ce groupe a été approuvé. Cependant, certains parlementaires disent être soucieux par l'augmentation des organisations auxquelles le Burundi fait partie, alors qu'il a des difficultés de payer régulièrement les contributions exigées par les pays membres. Suivez le député Terence Manirambona. Merci de m'accorder la parole, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Et moi aussi, j'ai une question à poser au ministre. Via le ministère de la Coopération et Affaires étrangères, j'ai pris part à une réunion en commission au sein du Parlement. Nous avons été informés que le Burundi a beaucoup de dettes en ce qui est des cotisations au sein des communautés dont il est membre. Nous avons constaté que c'est terrible. Je me demande alors, pourquoi cela, comme l'on a entendu qu'il y avait un projet de diminuer le rythme d'adhésion à certaines organisations et de voir celles prioritaires, ceci parce que même là où le Burundi est membre, nous ne sommes pas réguliers en matière de cotisation exigée. C'est ça ma question et je pense que le ministre aura à me répondre. Le ministre Audace Niyonzima, en charge des finances, reconnaît le problème du Burundi de s'acquitter de ses dettes envers les pays membres des communautés auxquelles il fait partie. Cette autorité explique que cela est dû aux sanctions que la communauté internationale avait infligées au Burundi depuis 2015, tout en promettant que ce problème sera réglé progressivement. Suivez encore une fois le ministre Audace Niyonzima. Honorable Terence, uko dufise duheraniye amashirahamwe menshi n'ivyo ibi vyatewe n'ibihano twahawe. Honorable Terence, c'est vrai que nous sommes très endettés envers plusieurs organisations. Cela est dû aux sanctions que vous connaissez qui nous ont été infligées depuis 2015. Ce sont ces sanctions qui ont causé des arriérés dans la mesure où nous n'étions plus stables économiquement et faire entrer des devises dans le pays comme avant. Comme je venais de l'évoquer, nous ne resterons pas dans une telle situation. Je pense que nous pourrions en sortir petit à petit et reprendre notre rythme. Auparavant, nous n'avions pas de dettes. Nous versions régulièrement des cotisations aux organisations dont nous sommes membres. Ce n'est pas d'ailleurs des dettes comme certains le confondent souvent. Ce sont plutôt des arriérés de cotisations et sur ça, on ne va pas calculer des intérêts. Nous allons payer au fur et à mesure que nous allons avoir de l'argent. Donc, aussitôt que la santé financière sera bonne, nous allons en même temps nous acquitter des contributions que nous devons à l'endroit de ces organisations jugées plus importantes desquelles le pays ne peut se retirer car ce sera faire une régression. Vous saurez que ce projet de loi a été ratifié par 110 députés sur 111 qui étaient présents. Rappelons que vous pouvez suivre nos journaux ainsi que d'autres émissions de la RPA sur nos comptes Facebook, X, YouTube ainsi que sur notre site web www.rpa.bi. Terminons ce journal par la page société. La pénurie du carburant au Burundi pénalise pas mal de familles. Pour les conducteurs de véhicules, certains d'entre eux passent tout un mois sans travail. C'est au moment où la vie continue et qu'ils ont besoin de manger, de se faire soigner et d'enseigner leurs enfants.
Aujourd'hui, nous allons vous parler du cas d'un camionneur de la province de Gitega. Les détails avec Innocent Valentin Singilangabo. Leonidas Ibizoza, c'est un camionneur de la province de Gitega. Il vient de passer 1 mois et demi sans emploi suite à la pénurie du carburant. Pendant tous ces jours et jusqu'aujourd'hui, ce conducteur de camion ne sait pas comment s'en sortir avec sa famille. Moi, je suis un conducteur de camion ici à Gitega. Imaginez-vous, je viens de passer 1 mois sans mettre le mazout dans le réservoir alors que je suis père de famille et de quelques enfants. La vie devient impraticable. Nous sommes bloqués pour avoir des soins médicaux. De temps en temps, je passe la journée et la nuit sans manger. Imaginez-vous être dans cette situation avec un bébé à côté de toi, très affamé. Je n'ai rien à faire et quelquefois, je suis pris par la colère dans une incapacité totale. La pénurie du carburant au Burundi a mis Leonidas Ibizoza et sa famille dans une situation chaotique. Ici, il témoigne, disant qu'il n'a pas encore acheté le matériel scolaire de ses enfants et qu'il pense que ses enfants ne pourront pas se présenter à l'école à cause de cette pénurie de carburant. La situation est très compliquée et je ne peux pas me diriger vers la campagne car je n'ai pas construit une maison là-bas. Bientôt c'est la rentrée scolaire et je n'ai rien acheté jusqu'à présent comme matériel scolaire. Mes enfants risquent de ne pas se présenter à l'école. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons à propos des autres conséquences néfastes qui ont été causées par le manque de carburant dans la vie quotidienne de la population burundaise. Merci Nossa Valentin Singilangabo, toujours en parlant de problèmes liés au manque de carburant, inquiétude chez les parents ayant des enfants qui doivent rejoindre les écoles pour la rentrée scolaire prochaine, surtout ceux qui doivent aller dans les écoles à régime d'internat. Les parents considèrent que le déplacement sera un casse-tête tant que la crise de manque de carburant ne sera pas résolue. Les parents demandent au gouvernement d'organiser comment assurer le déplacement des enfants vers leurs écoles. Emmanuel Daishimiye. Ce lundi prochain, la rentrée scolaire 2024-2025, puis ce rendez-vous scolaire approche, puis l'attention monte au sein des parents. La question en rapport avec le déplacement des enfants en cette période de crise du carburant les préoccupe. Les parents de la province Gozi indiquent que certains enfants ont été orientés loin de la province natale ou résidentielle. Ces parents estiment que certains des parents pourront même vendre des terres pour pouvoir réussir l'envoi à l'école de leurs enfants. Il suffit de voir que nos enfants sont orientés dans d'autres provinces. Imaginez-vous les enfants d'Ongozi qui sont orientés à Nyanzarak, Makamba. Nous nous demandons comment nous allons envoyer nos enfants à Makamba avec les difficultés de déplacement, avec le manque de carburant. Ce que nous constatons sur le terrain, c'est que le carburant est toujours introuvable. C'est au gouvernement de voir s'il peut disponibiliser les bus de Sako, s'il peut disponibiliser ce carburant pour que nos enfants puissent être envoyés sans problème. Même son décroche pour les parents de la mairie de Bujumbura. De par l'expérience de l'année scolaire passée, il estime que la situation pourrait encore être plus catastrophique cette année scolaire avec des multiplications des retards, voire des absences. On se demande comment les enfants pourront se déplacer pour aller à l'école et on ne trouve pas de réponse. Par exemple, moi, mes enfants étudient au centre-ville en commune Mukaza et notre domicile se trouve à Charama en commune Angwa. Pour le moment, je me demande s'il ne serait pas plus sage de les chercher une tasse à Charama, rien qu'à cause de la crise du carburant. Ce plan permettrait aux enfants d'éviter des retards répétitifs à l'école. Les parents demandent au gouvernement de s'organiser pour chercher à faciliter le déplacement pour les enfants. C'est au gouvernement de voir s'il peut disponibiliser les bus de Sako, s'il peut disponibiliser ce carburant pour que nos enfants puissent être envoyés sans problème. Et nous ne savons plus qu'est-ce que nous voulons sans problème. L'année scolaire 2024-2025 sera prévue le 16 septembre cette année. Et pour cette année scolaire, le ministre de l'Éducation a annoncé que le nombre des élèves internes devrait augmenter de 5000 élèves. Merci à toi Emmanuel Ndaïchimiye. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final au journal de ce mercredi 11 septembre 2024. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Bonne soirée à tous.